J'ai choisi de faire la création de ma pièce sous la Varangue à Eureka, la maison créole, parce que quand j'étais adolescent, j'ai lu un roman de Le Clésio, le chercheur d'or, qui m'a fait rêver, qui m'a passionné. Et j'ai appris plus tard, en venant à l'île Maurice, que la maison dans laquelle on va jouer, la maison qui est derrière moi, c'est la maison de la famille Le Clésio, c'est la maison qui a servi de modèle à Le Clésio pour écrire son roman. Le cheminement d'Eureka est complètement différent de ce que la maison et le domaine avaient connu dans les temps où les Le Clésio étaient des barons sucriers tout-puissants. C'était un tabernacle, c'était le lieu où les puissants de la famille se retrouvaient. Et parmi les puissants de cette famille, beaucoup n'étaient pas reconnus et acceptés. Alors il y avait le tri chez l'ensemble du groupe des Blancs, mais il y avait un tri aussi au sein de la famille. La dimension que Eureka prend à partir d'avril 86 est une dimension de partage. Les 109 ports sont ouverts à tous, aux touristes, parce qu'ils sont blancs. Mais dans ce geste, il y a aussi toute l'île Maurice. Et ça, moi qui suis rebelle, ça me passionne, ça m'enthousiasme. Tous les Mauriciens, quelle que soit leur naissance, vont pouvoir défiler à Eureka sans aucun obstacle. Et nous découvrons des gens dont les parents ont travaillé ici, des gens qui ont eu toutes sortes de relations différentes à différents moments, soit dans le sucre, soit dans les affaires, soit dans les lois, avec la famille Le Clésio, et il y a un retour d'une île Maurice multiraciale qui s'opère autour d'Eureka. Donc, quand Christophe Botti arrive avec sa pièce sous la Varangue, avec cette malice où on retrouve les familles blanches, les familles indiennes, ces erreurs de parcours, mais qui font aussi la beauté de l'île Maurice. Comment voulez-vous que je ne sois pas touché? Alors, c'était oui tout de suite. Je pense que j'ai pu écrire sous la Varangue, j'espère avec des accents de vérité, j'espère. Parce que cette passion que j'ai pour l'île Maurice, c'est une passion très ancienne, qui remonte à mon enfance. Et moi, j'avais posé mon doigt sur la map monde sur l'île Maurice. Et c'était le lieu de mes rêves quand j'étais enfant. Quand je m'ennuyais au collège, je voyageais à l'île Maurice. Quand je pensais à ma vie d'adulte et que je ne savais pas que je serais artiste et que ça me semblait difficile, je voyageais à l'île Maurice. Et voilà, j'ai lu pendant des années, j'ai lu ce que les romanciers mauriciens écrivaient, Le Clésio, mais aussi les Mauriciens de souche, parce que Le Clésio n'est pas né à Maurice. Puis il y avait les timbres, avec lesquels je voyageais beaucoup. Et je pense que c'était en m'intéressant vraiment, sincèrement et avec amour à ce pays et aux Mauriciens que j'ai écrit cette pièce. Je n'aime pas dire que l'île Maurice a eu une histoire coloniale, parce que la colonie, ça implique d'avoir pris la terre de quelqu'un d'autre. Or, l'île Maurice était une île déserte, et sur laquelle sont venus se greffer des gens. Et aujourd'hui, pour les générations actuelles, il y a une couverture de non-dits très forte sur beaucoup de portions de l'histoire. Souvent parce que les gens qui même sont à l'intérieur de ces poches d'histoire n'ont pas très envie d'en parler, parce que ce n'est pas très glorieux, souvent. Et où c'est aussi, ça peut être douloureux. Donc il y a un moment où on n'a pas envie d'en parler. L'histoire de Sous la Varangue, c'est l'histoire de deux familles, les Le Dantec et les Capour, une famille de propriétaires mauriciens et une famille d'Indiens qui ont été engagés par cette famille au XIXe siècle et qui aujourd'hui continuent de travailler sur cette propriété. Comment ces deux familles, à deux époques différentes, dans le passé et aujourd'hui, vivent leurs histoires d'amour, de passion et de vengeance. Moi, j'ai jamais vraiment quitté le domaine. Hein. J'ai commencé à travailler pour ton père à 16 ans. Je m'occupe du jardin, de la maison.
Ah, Saloni nous a rejoints l'année dernière, après ses études de gestion. Christophe a super bien cerné l'île Maurice et les Mauriciens. Donc sa pièce, elle nous a tous frappés en tant que Mauriciens et on a tous eu envie de faire le projet vraiment là-dessus, quoi. Parce que vraiment, on a la sensation que la pièce aurait pu être écrite par un Mauricien. Mais à la fois, je crois pas qu'un Mauricien aurait pu parler de certains thèmes qu'il y a dans la pièce aussi frontalement. Moi, ce qui m'a intéressé la première fois où j'ai eu cette pièce-là, c'était de me dire effectivement comment quelqu'un qui n'est pas mauricien, qui n'a pas vécu à Maurice, arrive à parler de cette histoire qui est tellement sensible et engagée. C'est une histoire très sensible à Maurice, avec autant de recul. Et moi, je sais que ma famille, du côté de mon père, c'est arrivé comme ça, en 1857. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, si je posais pas de questions, on n'en parlait pas forcément. C'est les Mauriciens là qui vont dire au moment des représentations si ce que j'ai écrit les touche, si ça ressemble à leur histoire. Aujourd'hui, voilà, j'ai le retour des comédiens, de quelques journalistes qui ont lu la pièce, de quelques Mauriciens qui m'ont rassuré. Mais je crois que c'est ça le travail d'un auteur, c'est d'aller comprendre qui sont les gens de l'intérieur et d'essayer d'en rendre une vision au reste du monde. C'est moi. C'est vous. Chana, tu peux t'arrêter. Mère est partie pour Rosé, tu ne l'auras pas sur le dos durant plusieurs jours. Mais elle vérifiera que le travail a été correctement fait à son retour. Et si ce n'est pas le cas, elle m'enfermera dans le godon pour me punir. Accorde-moi 5 minutes. Le public mauricien va se composer en deux parties, enfin le public blanc mauricien va se composer en deux parties, ceux qui vont aimer et ceux qui vont détester. Il y a des gens qui se sentiront mal à l'aise pour l'avoir fait vivre à quelqu'un de leur entourage, à une femme de ménage ou un jardinier, ou vraiment de dire non, c'est pas de notre caste, c'est pas de notre société, on peut pas les fréquenter. Ça existe toujours à Maurice. Et d'autres, ça va leur faire plaisir puisque c'est enfin un sujet où, voilà, on tape du poing sur la table et on dit non, non, on arrête de pas en parler, maintenant on en parle. Tu as vraiment une tête de Mauricien. Mais tu n'es définitivement pas Mauricien. Qu'est-ce qui me différencie? Tu dis ce que tu penses. C'est des non-dits qui doivent être dits pour certains et pour d'autres, c'est des non-dits qui doivent rester non-dits et qui resteront non-dits toute la vie. S'il te plaît, ne t'investis pas autant. Pourquoi? Oh, parce qu'il faut pas copiner avec les blancs, c'est ça? Ces gens-là seront jamais tes amis. Toi, tu aurais pu travailler pour des Indiens, hein? Obtenir une meilleure place, négocier un contrat beaucoup plus intéressant. Alors pourquoi tu es revenu ici? Non, ce sourire narquois là, je le déteste. Les capots ont des comptes à régler avec les deux Dantec. D'abord, j'ai reçu le livre il y a longtemps, mais comme je savais que la pièce viendrait un jour, je me suis forcé à ne pas le feuilleter. Donc, je savais sans savoir, et plus les choses se passent et que je capte certaines choses, je me dis, bon, ça va dans le côté croustillant de ma pensée. Et je pense que l'île Maurice moderne va être enthousiasmée parce que dans la réalité crue, dans ma réalité crue aujourd'hui, j'ai un fils qui s'appelle Guillaume et sa copine, sa compagne est indienne. Alors, quand dans la pièce de Christophe, il y a un Guillaume qui retrouve une indienne qui est issue d'un malheur, d'un moment difficile, d'un moment de la prétention et de la domination blanche, qui charrie en elle cette douleur, on est encore plus virulent et vindicatif quand la douleur qu'on a subie vous est racontée. Et de retrouver cette trame de douleur par ce qui forme la société mauricienne aujourd'hui, je trouve que c'est formidable. Alors il va avoir forcément les bons blancs, ceux qui viennent du Nord. Mais il va avoir aussi tous ces gens qui sont touchés par l'île Maurice d'aujourd'hui. Et ça fait beaucoup, beaucoup de gens dans toutes sortes de milieux. Eh ben on y va, hein.
Elle est votre histoire. Votre histoire, ton histoire. Mon histoire se confond avec celle de nombreux du monde. Ma famille vit dans l'ombre de cette bâtisse depuis plus de 100 ans. Jamais je regardais un homme blanc sans penser à la manière dont ses ancêtres ont traité les miens. Continuez de creuser, continuez et vous. Continuez. Continuez de creuser. Continuez, vous finirez bien. Ah, putain. Shana est une domestique dans la maison, qui est fille et sœur d'engagée, qui est la sœur d'Achik, et qui tombe amoureuse de quelqu'un dont on n'a pas le droit, qui n'est pas accepté par la société et indienne et européenne de l'époque. Je suis une domestique. Nous avons grandi ensemble. Raison de plus pour mettre de la distance entre nous à présent. Vous et moi, on n'est pas du même monde. Je t'ai toujours aimé, Shana, viens contre moi. Pas ici. Ce soir, alors? Non. Et si c'est un ordre? Un ordre? Et donc il va développer cette espèce de rage et de colère qu'elle va transmettre malheureusement à sa petite fille, qui est donc Saloni, le personnage que joue à l'époque actuelle, qui elle, c'est beaucoup plus complexe parce qu'elle porte une colère qui n'est pas vraiment la sienne en fait, juste celle de sa grand-mère. Et donc elle a ce côté où elle est très très dure, mais je pense que c'est juste une barrière. Elle porte le poids du passé. Tu pourrais me préparer un thé, s'il te plaît? Je ne suis pas la domestique. Je sais. C'est juste que j'ai très soif et que j'ai les mains très sales. Ok? Désolé. Fais comme si j'avais rien demandé. C'est son histoire parce que ça parle de ses ancêtres ou quoi que ce soit, mais c'est plus trop son combat en fait. Il y a une espèce de décalage par rapport à tout ça et je pense qu'au fur et à mesure, oui, Saloni, donc mon personnage actuel, va s'adoucir et va comprendre, va pouvoir pardonner en connaissant la vérité, pardonner, accepter, effacer toute cette rancœur que sa grand-mère a pu lui donner par rapport à son histoire. Comprendre que ça peut être des histoires de famille, mais chacun a son histoire, on n'est pas obligé de porter le poids de sa famille sur ses épaules en fait. Mais moi je te jure, la première fois que j'ai lu la pièce, j'ai eu peur. Ouais, j'ai pensé à ma famille, à des gens proches de moi. En fait, les réactions peuvent être « Ah oui, oui, c'est bien », sans rentrer dans le fond, sans rentrer dans le vif du sujet ou dans ce qui peut toucher. Il y a même des gens qui peuvent ne pas se rendre compte qu'on parle d'eux, à Maurice. Et puis, il y a aussi, il pourrait y avoir des réactions, je sais pas, violentes, un peu. Des gens qui seraient vraiment frappés, heurtés, qui nous diraient « Non, on parle pas de ça ». Comme dans la pièce. Comme dans la pièce, le personnage de Paul-Marie qui dit à un moment « Bon, ben laissons le passé là où il est, pourquoi aller taquiner les morts, quoi ?» Moi, j'ai jamais quitté la propriété. Hein. J'ai commencé à travailler pour ton père à 16 ans. Je m'occupe du jardin, de la maison. Et Saloni nous a rejoints l'année dernière, après ses études de gestion. Et ce qui est vachement bien aussi dans la pièce de Christophe, c'est que ça peut donner ces prises de conscience-là à des gens qui sont finalement moralement très sains, mais qui juste n'ont pas regardé que, je sais pas, qui venaient d'une famille raciste. Mais dans l'autre sens aussi, il y a un racisme anti-blanc à Maurice. Enfin, c'est dans les deux sens, c'est toujours comme ça. Donc il y a... ouais, c'est fort hein, quand même, parce que ça remue hein, des choses. C'est pas un peu dépassé, ces histoires de couleur de peau? Je sais pas si c'est cette pièce qui arrive en bon moment ou pas, mais ça chamboule un peu plus que ça devrait chambouler en tant que mauricienne, de raconter mon histoire. Et donc le piège est là. Soit on fabrique les émotions pour pas que ça rentre complètement, soit on se laisse complètement partir et ça nous travaille. Mais c'est super intéressant parce que au-delà des personnages, on se pose vraiment une question sur notre identité et sur ses racines. C'est toi? Dans les deux personnages, il y a beaucoup de moi. Et il y a une grande part d'intuition aussi au départ, parce que comme la pièce m'a parlé tout de suite, ça paraissait une évidence. Ensuite, si on rentre dans le détail, Ashvin, il est assez proche de moi, dans le sens où la seule chose qui nous différencierait, c'est que Ashvin, c'est un Mauricien qui a pas quitté Maurice, et que moi, je suis un Mauricien qui a quitté Maurice. Pour Achik, c'est un peu différent, parce que quand même, il y a tout à inventer, quoi. C'est plus difficile d'imaginer ce que c'était que la vie de cet homme à son époque et dans les conditions de vie qu'ils avaient. Ma manière de travailler des personnages, celui-là comme les autres, est de rester assez ouvert
aux émotions que peut me procurer la conversation du théâtre, que peut faire remonter la conversation du théâtre à travers, bien sûr, tout le travail des répétitions, etc. Je ne fais pas une construction très pensée, très réfléchie, là, c'est ce genre d'émotions ou de situations ou d'états, et je ne vais pas, à partir de cela, chercher consciemment des choses dans ma mémoire ou ma non-mémoire. Je préfère laisser une forme d'inconscience manifestée. C'est très personnel la façon d'approcher un personnage, et moi c'est comme ça que je trouve mon plaisir de jouer. Quelquefois ça donne des résultats très forts et très surprenants même pour moi, évidemment. Ah, tu vis à Paris? Ça doit être génial. Ouais, c'est pas mal non plus, l'île Maurice. Hein. Oui, on en a très vite fait le tour. Hein. Bah, qu'est-ce que t'attends pour partir alors? Il faut de l'argent. Tu m'étonnes. Rien que le billet d'avion, ça m'a coûté un bras. Le personnage de Charles, donc mon grand-père, je me revois pas en lui. Par contre, mon personnage de Guillaume, oui, énormément. Puisque moi, j'ai grandi ici, à l'île Maurice, avec ma mère, sans père. Et que quand je suis arrivé à Paris à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré mon père. Et donc voilà, c'est pour ça que je comprends ce que mon personnage Guillaume vit, ce qu'il a envie de dire à son père de temps à autre, chose que moi personnellement je n'ai jamais faite. Mais voilà, lui, je comprends la bagarre qu'il a mentalement, que Guillaume a dans sa tête, de est-ce que je lui dis tout ce que je lui reproche ou pas, ou est-ce que je garde pour moi, et finalement ça devient comme une cocotte minute, où ça gonfle, où ça gonfle, où ça gonfle. Non mais tu sais, ton père, c'est un homme triste. Un sale bonhomme triste, oui. Je suis juste venu réaliser mon rêve, notre rêve. J'ai halluciné sur le fait qu'un personnage puisse me ressembler autant sur cette histoire père-fils qu'il n'y a pas eu et qui se crée plus tard. Tu te rends compte que tu m'as coupé les ailes? J'avais besoin d'un père, comme tout le monde, quelqu'un qui croit en moi. Ça va. Tu vois qu'Ensley vient à Cure-Pipe, il met un pull. C'est ça va, Indiapolis ou Indiapalaise? Indiapalaise. Nous sommes à Cure-Pipe. Nous sommes à la recherche des tissus pour les saris des comédiens et nous avons rendez-vous avec Kensley pour aller chercher dans les boutiques de cette ville connue pour le commerce. Ce magasin, on a plusieurs tissus indiens. Et je viens ici souvent pour acheter des tissus. Parce qu'à l'étage, il y a plus de choix. Donc moi, je pense plutôt ça, ouais. C'est pas mal, ça. Pour faire les deux ici. Ouais, pour faire le doti. C'est solide. Donc tu prends 3 mètres, c'est ça? Ouais. Donc 3 mètres de tissu un peu crème pour faire le doti. Un bleu roi, un bleu nuit, un bleu intense. Donc là, c'est une décision urgente à prendre ce matin. Ça, c'est peut-être trop bleu, non? Bah, ça, peut-être. On peut le déplier juste pour voir? Oui. Donc, en fait, Kensley, à la fin de la pièce, j'ai envie de faire dans ma mise en scène un arrêt sur image. On est dans le présent, et donc il y a Saloni et tous les autres personnages, et ça s'arrête, et Saloni doit devenir Shanna tout de suite. L'action s'arrête, on a Saloni habillée dans son costume moderne, contemporain, tailleur peut-être, quelque chose comme ça. Et simplement, son frère va chercher un long sari bleu, puisque c'est mon code couleur du présent, et lui dépose sur elle le tissu bleu. Et ensuite, elle fait son monologue. Je suis content d'avoir rencontré Kensley parce qu'on est arrivé ici. J'avais pas forcément d'équipe autour de moi pour travailler sur les éléments accessoires. Donc les rencontres se sont faites au fur et à mesure. Et Kensley est arrivé un peu par hasard, grâce aux réseaux sociaux, à Facebook, à la pub qu'il y a eu dans tous les journaux, tout ce qui entoure le projet là, à l'île Maurice. C'est une belle rencontre parce qu'en plus il est indien, d'origine indienne, et qu'il avait chez lui des éléments qui correspondent à ce que je recherche pour la partie historique de la pièce. Le costume traditionnel indien donc de la femme s'appelle le sari. La différence entre mes deux personnages, là, de porter le sari vraiment traditionnel, il y a une façon quand même de se tenir qui est particulière. Il y a le sari pour sortir, on le met d'une certaine façon, le sari pour le mariage, le sari pour faire le ménage. Il y a des fois où on a l'impression que c'est le sari qui te porte plus que toi qui portes le sari. Je peux essayer du genre... Mettre directement sur le jupon. Ouais, je peux. Essayer de mettre scotch dessus dessus. C'est des vieux saris de ma grand-mère qui datent de 30 à 40 ans. Mais ça, c'est des prints géométriques et florales aussi. Par contre, les blancs, c'est des saris tous les jours, comme c'est qu'elle portait. C'est très, du genre, souple, c'est très léger à porter comparé à
des tissus maintenant. Ça aide vraiment à rentrer dans le personnage en fait. Surtout la différence entre Saloni qui est très européenne, qui est plus en talon déjà, qui est beaucoup plus féminine. C'est ça qui est intéressant, que je trouve que le sari reste un vêtement des plus classes et des plus féminins. Et même à l'époque, si on ne voyait pas le ventre, que ce soit très sexy quand même. Et très glamour, et c'est quand même ça. Shana reste très féminine avec le sari, même si on ne voit pas toute sa peau si elle n'est pas en talon. Et Saloni est féminine de façon contemporaine. On est en 1936. Ashik, c'est un personnage qui travaille dans les champs. On est en train de chercher en ce moment ce qu'il portait. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que les photos qu'on trouve, c'est des notables. Donc ils ont tous des très beaux langoti ou dhoti, mais vraiment très élégantes, avec des vestes. C'est très difficile de retrouver des photos des engagés. Donc il y a une partie d'imagination qui rentre là-dedans. J'avais déjà commencé à rechercher son rapport au sol et à la terre, okay, parce que forcément, il porte pas de basket, il est au contact de la terre rouge directement. Et ça, j'avais déjà commencé à trouver physiquement. Mais là, ce que rajoute le dhoti, c'est qu'il y a de la légèreté, quoi. Donc ça, en fait, c'est très très léger et donc ça donne encore plus, c'est encore plus palpable. Ce rapport direct aux éléments que Ashik va avoir comme différence avec Ashvin, quoi. On s'est engagé dans un processus très rapide de répétition. On a 1 mois et 3 jours pour monter la pièce. C'est suffisant, hein, parce que j'ai monté un certain nombre de pièces avec le même temps de répétition. Donc on est du lundi au vendredi à Eureka de 10h à 17h, 18h, 19h, 20h, 21h ou 22h. Donc on travaille beaucoup. 2 premières scènes là, que vous avez fait, bon, on n'était pas du tout dans les marques habituelles. Vous jouiez complètement autre chose. C'était pas inintéressant, mais c'était autre chose. Quand tu es arrivé, Paul-Marie, t'étais toi complètement pas dans le tempo. T'avais un temps de retard sur toutes les répliques, jusqu'à ce que tu sois assis. Enfin, quand tu t'es assis, j'ai su aussi que ça n'allait pas, parce que j'ai vu comment tu as positionné tes pieds, pas ancrés, tout ça. J'ai dit, bon, il est pas dans son truc, il est pas... Voilà. Il y a eu un déclic pour moi à partir du moment où tu t'es relevé en disant ce gros oiseau nigo. Là, il y a eu une décontraction, et à partir de là, c'était... vous jouiez ensemble avec ton fils. Il y avait un début de relation, l'émotion qui a commencé à monter, mais ça arrivait tardivement, on a manqué le début. Après, quand tu t'es retrouvé avec David, d'ailleurs, Ben arrêtait pas de cogner son texte, ce qui lui arrive pas d'habitude. Après, dans votre scène à tous les deux, par contre, David, Bertrand, ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai senti une grande émotion. Essayez de garder là maintenant cet état de concentration et de ne pas oublier les liens entre vos personnages. Moi, je pense qu'on va être prêt dans ce rythme-là. Ce que j'avais pas anticipé, c'était le nombre d'interviews, et je ne m'en plains pas, hein, mais le nombre d'interviews qu'on ferait pour la presse, pour la télé, pour la radio mauricienne. Donc là, ça m'a pris un temps que j'avais pas comptabilisé, donc on a un peu couru là sur les derniers jours. Mais ça va, je pense que pour l'artistique, on est dans un bon rythme. Comme promis, comme annoncé, nous allons tout de suite parler de la pièce de théâtre Sous la Varangue, une histoire mauricienne qui fera d'ailleurs ressusciter le dodo, symbole des animaux disparus, mêlant aussi à la fois le passé, le présent, la culture mauricienne entre autres. Et la pièce s'intéresse surtout à l'histoire de Maurice, mais aussi à l'histoire de France. Alors justement, nous allons accueillir avec nous en studio Christophe Botti, celui qui a justement eu l'idée, qui a eu l'imagination, qui a mis sur papier et aussi qui a mis en scène cette pièce de théâtre Sous la Varangue. Et nous avons ici Monsieur Ramen. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler surtout par rapport à la musique. Tout à fait. Tout ce qui concerne la partie musicale de cette belle pièce. Moi, n'est-ce pas, Christophe ? je suis ravi en plus que vous parliez d'imagination pour commencer cette interview, parce qu'effectivement, dans cette aventure de Sous la Varangue, qui commence en France, qui se continue aujourd'hui à l'île Maurice, et dont l'île Maurice est le cœur, le sujet, la respiration, il n'est question que d'imagination, puisque c'est parti de mon imagination d'enfant et de fantasmes et de rêves d'un pays que je ne connaissais pas, l'île Maurice, pour arriver à l'imagination de moi, adulte, auteur, pour inventer cette histoire et être là aujourd'hui. Et là, on passe dans le réel. Hello Richard, c'est Christophe. Écoute, parfait, à tout de suite. Bisous. Ils sont là dans 2 ou 3 minutes. Bonjour.
Bonjour. Et nous allons plonger dans l'univers de Sous la Varangue. Cet extrait musical est signé Richard Beaugendre. Et pour en parler en studio, eh bien, nul autre que le metteur en scène de cette pièce, parce qu'il s'agit bien de cela, Christophe Botti. Je me rends compte que je mets de la musique dans toutes mes mises en scène depuis des années. Et que depuis des années, c'est toujours des créations originales. Je ne sais pas si je mesure bien l'importance que ça a pour moi, mais je pense que c'est un supplément d'émotion très fort et que je m'appuie sur ce que des créateurs m'apportent dans ce domaine. Alors Richard, aujourd'hui, je fais des suggestions. Oui. C'est-à-dire j'ai placé certaines des musiques que tu m'as enregistrées l'autre jour. Vous allez voir à peu près toute la pièce. Je suis ouvert à toutes vos idées. Ou rajouter de la musique, des ambiances, des rythmiques, parce que je pense que ça le mérite. Est-ce que j'ai fait les choix te conviennent? Est-ce que ça t'inspire d'autres choses? Et puis on en discute tout à l'heure. Pour moi, la création, c'est la totale liberté, comme on dit. Même si la personne qui va recevoir ce message, il va pas l'aimer. Moi, j'ai fait le numéro, tu vois. Moi, j'aime ce que je fais. Mais moi, quand je m'investis à fond. Je ne sors pas dedans, je ne dors pas, comme on peut dire, je ne mange plus, je respire que ce que je fais. Par exemple, hier, il m'a envoyé un mail et il m'a dit qu'il manquait une chanson sur une scène. Tu vois, il y en a plein de chansons, mais hier soir, j'ai presque pas dormi. Et hop, quand j'ai balancé le son tout à l'heure, tout le monde était content, c'était nouveau et le son allait parfaitement là où il fallait le mettre. Eh bien, félicitations, hein, mesdames. Merci. Vous étiez nos premiers spectateurs aujourd'hui. Hein. Sous la Varangue, en créole mauricien, c'est en bas la Varangue. C'est la scène, c'est ce que tu vois, ce que tu entends, c'est la même chose, sauf que c'est en créole mauricien. Donc, je voulais te faire savoir que moi, j'écris tous mes textes en créole mauricien. J'écris jamais en français, j'écris jamais en anglais parce que je rêve pas en français, je rêve pas en anglais. Donc je rêve en créole, j'écris tout le temps en créole. L'émotion monte au fur et à mesure. Ça monte. Ah, c'est bien. On n'a pas... T'as pleuré? Alors, c'est bien. J'ai pris des notes et je peux te dire que je travaillerai de mon mieux pour rendre ce spectacle aussi merveilleux que Christophe l'a écrit, quoi. Donc lui, il a écrit le texte et moi, j'ai écrit la musique. Je trouve que vraiment les différentes musiques, toutes les variations sur la musique indienne qu'il faut rentrer dans le passé, c'est vraiment magique, magnifique. Je trouve qu'on comprend tout à fait le transport dans une autre époque. Et comme on entend cette belle mélodie, elle est signée Richard Beaugendre. Parlez-nous de cette rencontre et le pourquoi. Eh bien, il y a 5 ans, lors d'un voyage à l'île Maurice, j'ai acheté son CD. Ouais. Et je l'écoutais tout le temps à Paris pour rêver des vacances, rêver de l'île Maurice. Ouais. Et donc, logiquement, je lui ai écrit, je lui ai demandé s'il accepterait de participer à l'aventure. Donc il a composé plein de chansons, parce qu'on part en tournée en France avec cette pièce et avec les comédiens mauriciens. Ah, ok. Donc j'ai ses musiques, ses enregistrements pour la France. Il a écrit une chanson originale, En bas la Varangue, qui est merveilleuse. Et puis sur scène, on sera accompagné aussi de Norbert Planel, qui est un percussionniste de génie qui a rejoint l'aventure. J'ai commencé à travailler avec Christophe un peu à la dernière minute parce que c'est Richard Beaugendre qui s'occupe de la musique. Et c'est lui qui m'a dit, ben voilà, il y a un projet et j'ai besoin d'un percussionniste. Donc je suis arrivé comme percussionniste, mais en même temps, il voulait essayer d'insérer des bruitages par exemple. Mais le rapport que j'ai avec Christophe, quand on a commencé les répétitions, il m'a laissé le champ libre pour essayer d'exposer des trucs. Il m'a donné que des précisions, voilà, telle page, telle scène, t'aurais pu mettre quelque chose, évoquer quelque chose. Donc au tout début, j'ai commencé à travailler avec ça. Parce que la première fois que j'ai vu la pièce, j'étais pris. Limite, il y avait les larmes aux yeux, enfin presque. Et après, il m'a envoyé un mail, il m'a dit, ben voilà, telle page, tu peux faire ça, faire ça, faire ça. Et c'était beaucoup plus évident de travailler comme ça. Non, c'est page 30. À moins que tu n'aies pas la même que moi. Ah, c'est super la scène de la bagarre. Ça va être super.
C'est beaucoup des sons avec la voix, c'est beaucoup des sons de la nuit parce que je trouve que écouter la nuit, c'est beau la nuit. Les grenouilles des fois, les criquets, le vent, les sons de la nuit, quoi. Même les étoiles, j'ai l'impression que c'est un son. Et j'utilise beaucoup la voix parce que des fois, c'est pas évident de trouver l'instrument idéal pour évoquer un son. Et là, avec ce qui se passe sur scène, je sais pas, je trouve que ça amène dans une dimension beaucoup plus grande, quoi. Je suis revenue. Je plaisante. Je pense que la musique va apporter un supplément de magie au spectacle. D'ailleurs, ça sera dommage que Norbert soit pas avec nous en France. Heureusement, on aura les musiques de Richard Beaugendre qui seront là. Le dodo, dans ma pièce, c'est un élément central parce que c'est la quête de mon personnage principal, Guillaume. Il revient à l'île Maurice pour retrouver ce dodo, pour retrouver l'écosystème dans lequel il vivait, les plantes, les graines. Donc c'est l'élément déclencheur de la pièce. Donc on retrouve le dodo, Ayo. Il faut le prendre par le bassin comme ça. Par le bassin et tenir la tête. Le dodo a été fabriqué en France et il fallait que je l'amène à l'île Maurice. Petite mauvaise surprise néanmoins à l'arrivée, il y avait une des jambes qui s'était complètement détachée. Donc j'ai dû trouver quelqu'un ici qui soit capable de réparer parce que moi je ne sais pas faire ça. Et finalement j'ai trouvé Nathalie Koenig qui est une artiste que j'avais rencontrée lors d'un précédent voyage, qui est manuelle, un vrai artisan, et elle l'a réparé. Christophe est arrivé avec son dodo dans un bagage. Il a malheureusement été écrasé. Il a pris un coup, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Il est arrivé de travers. Et Christophe m'a demandé de le remettre en état, de recoller les morceaux qui étaient cassés. Il a été complètement déboîté. Je l'ai remis de la colle tout autour de la clavicule, je sais pas, là où ça s'emboîte. J'ai mis de la cire pour reteinter un peu de la même couleur. Et puis après les pattes qui avaient été cassées là et là, les deux. Et puis toute cette partie là aussi. Alors, je ne l'ai pas redressé, je l'ai juste recollé pour qu'il tienne. Dans ma pièce, je parle du dodo parce que c'est la première chose qui m'a amené à l'île Maurice, le dodo. Moi, j'étais enfant, je rêvais de toutes ces espèces disparues que je ne rencontrerai jamais. Le dodo, il est fabriqué en cellulose. Il est assez fragile, surtout au niveau des côtes. Là où c'est plus fin, ça se casse plus facilement. Si tu veux le tenir pour voir comment tu le sens, est-ce que tu sens qu'il est solide? Ça a l'air plutôt ça pas mal, tient, hein. Je crois que ça tient. J'ai cherché comment créer cette marionnette de dodo et finalement c'est un créateur qui s'appelle Dimitri Schaff qui m'a proposé de le faire. Il s'est appuyé sur ce que j'ai fourni comme information de centimètres de taille. Et puis j'ai laissé libre cours à son imaginaire. Il a utilisé du papier mâché, de la peinture, du fil de fer. Et ma foi, c'est vrai que ça ressemble à un vrai squelette de dodo. Ah ouais, carrément. Voilà. Wow. Quand j'ai écrit Sous la Varangue, l'image qui s'est imposée à moi pour la fin de la pièce, c'était le couple Guillaume-Saloni qui danse et le squelette du dodo qui se met à danser avec eux. Donc là, voilà, j'ai besoin qu'ils dansent. Après, je vais animer, tu vois, il y a le dodo qui va bouger, qui va danser aussi avec eux. J'avais envie d'une ambiance un peu Sega, que ça soit sensuel, langoureux, et de donner envie aux spectateurs aussi d'être dans cette émotion de danse, d'être ensemble. C'est la communication, et ce que j'ai essayé de créer, entre autres en demandant la participation d'un chorégraphe mauricien qui n'était pas du tout prévu au projet, c'est encore les rencontres. Hein. Et c'est comme ça qu'on a créé cette danse de fin qui est très courte, mais que je trouve très belle, très sensuelle. Juste avant la danse, comment ils sont, de profil ou de face? Ils sont au centre par rapport à l'espace. Patrick a amené cette chorégraphie par rapport à ce qu'on était nous, c'est-à-dire des comédiens. Quand on est arrivés, nous on avait un peu peur d'être face à ce chorégraphe justement qui travaille qu'avec des danseurs. Et il a tout de suite compris que on n'était pas des danseurs professionnels mais des comédiens. Moi j'ai aucune expérience en tant que danseur. Mes jambes et mes bras ne marchent pas ensemble. Mais
Après, quand on m'a parlé d'une danse, je me suis dit qu'est-ce qu'on va faire comme danse, parce que c'est vrai que je voyais un slow, enfin un espèce de juste Salonier et moi qui se prenons dans les bras. Donc je sais pas quelle danse on allait faire. Quand on m'a parlé de Sega, j'ai commencé à penser à la chanson de la fin où je me suis dit ok, ça va pas coller. Ensuite, quand on est arrivé chez Patrick, je savais pas dans quoi on allait partir. Quand on a commencé à faire les mouvements de Sega et compagnie, là je me suis dit que vraiment on allait se planter. Lui, il savait exactement où il allait. Et c'est là qu'il faut faire confiance à la personne. N'oubliez pas de terminer vos mouvements. Après chaque séquence, il faut terminer le mouvement. On rentre. Ça, c'est A. A rentre dans B. B rentre dans C. OK? Right. Malgré qu'on danse avec deux pieds gauche, il avait confiance en nous, qu'il allait faire quelque chose de bien. Et donc, on n'a pas envie de le décevoir. Donc, même si on a peur ou quoi, on est là chez lui à 10 heures dans son studio et il s'investit. Et donc, on se dit, c'est cool, on va s'investir aussi. Allez, mets la musique, tu chantes avec, comme ça, tu as des gens emmagasinés. Qu'est-ce que la chanson dit? OK? Right? Alors, ce qui a été intéressant, c'est que Patrick est parti du texte de la chanson. Et il a demandé à Vinaya de lire le texte, de le chanter, de le sentir, de le comprendre et de laisser son corps exprimer quelque chose. Et on a tiré le fil au fur et à mesure. Donc, je lui ai surtout laissé libre champ, enfin travailler. Puis moi, je donnais des indications de ce qui me plaisait, de ce que j'avais envie de garder, de la direction que je voulais prendre. Et la chorégraphie s'est mise en place au fur et à mesure sur la musique et en fonction de ce que les corps des comédiens et les émotions des comédiens faisaient. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça se rapproche de ce que j'essaie de faire au théâtre, c'est-à-dire de partir de la matière que les comédiens amènent et de créer quelque chose. Et j'ai vu qu'on pouvait faire ça tout à fait avec la danse. Du coup, c'est vrai que ça s'est passé super vite, en fait. En 1 heure, je ne me suis pas rendu compte de ça. Au début, on était vraiment, je pense, parler pour Ben aussi, un petit peu anxieux, surtout. En arrivant chez Patrick, oui, non, j'étais pas à l'aise. Je pense que ça s'est vu. On est parti sur au début des échauffements où non, vraiment, je me suis dit non, je vais pas le faire. Mais après, voilà, il fallait jouer le jeu, donc oui, je l'ai fait. Quand on a commencé à vraiment créer une choré, oui, là, ça m'intéressait plus que de faire les trois, bouger les fesses et bouger les trucs et compagnie. J'étais tendu comme c'est pas permis. Non, j'étais pas à l'aise. Moi, j'ai la bonne touche parce que moi, je joue un personnage français, donc danser le Sega, ça sera pas pour moi. Donc c'est elle qui va mener la danse, donc c'était à elle de trouver. Hein. De toute façon, c'est aux femmes de trouver des idées. Souple, léger, naturel. OK? Right? Hier soir, je me suis quand même bien amusée parce qu'en fait, ça reste différent. Même pour un comédien, on travaille la journée, c'est du travail. Ça reste un plaisir, mais c'est du travail. Et là, c'est quelque chose de complètement différent. Donc évidemment, il y a eu pas mal de faux rires assez sympathiques. Par rapport à la danse, ce petit échauffement sur le Sega, c'est super que tout le monde ait joué le jeu en même temps. Je pense que cette dernière image du spectacle, cette chorégraphie, raconte la naissance d'une histoire d'amour qui va être vécue, qui va être assumée et qui est vécue en tenant compte de tout l'univers dans lequel les personnages se trouvent. Le passé a été accepté, les histoires de vengeance sont dépassées, maintenant on va s'aimer. En fait, c'est une nuit d'amour qui va commencer, ni plus ni moins, c'est l'amour. Alors écoutez, pour jeudi et vendredi, il n'y a plus de place pour le moment. Je peux prendre votre nom et votre numéro de téléphone si jamais des places se libèrent. D'accord. Pour gérer la billetterie du spectacle, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a eu plus d'invitations que prévu, donc on a dû retirer des billets de la vente et les données changeaient tout le temps, toutes les heures, donc il fallait appeler tout le monde, se déplacer, bouger des billets du sud de l'île au nord de l'île, donc c'était un peu au niveau logistique un peu compliqué. On avait prévu 200 places par soir. Là, je sais qu'on a une très grande liste d'attente et pour ce soir et pour demain. Et on est complet à 200 et on est complet à plus 10%. C'est-à-dire on est complet à 220, c'est ça? Pour ce soir et demain. Et je pense qu'en plus, on aurait vraiment pu faire aussi une 4e représentation sans problème. Mais il y a encore 3 semaines de ça, on avait vendu que 25 ou 30% des places. On n'était même pas sûr d'avoir des groupes de lycéens. Il y a le secrétariat de l'ambassade qui a appelé pour 4 places. De toute façon, en début de semaine.
Et il n'y a pas eu de contre-indication depuis, donc a priori ce soir, on va quand même lui réserver 4 chaises au cas où il arrive un peu tard pour qu'il soit plutôt bien placé. Alors tu vois, moi ici, par contre, sur la météo du jour, sur Internet, ils mettent vendredi pluie. T'as vu, ça se dégage. Je ne te ferai jamais de mal. Les parents préparent mon mariage. On est 2 à gérer la régie. Il y a plusieurs points de sortie pour les acteurs. Donc il y a des déplacements de costumes. Il y a l'environnement aussi qui peut être un peu compliqué. Donc il faut des fois contourner la maison sans être vu, courir. On n'est pas dans des coulisses de théâtre où tout se fait sur place. Donc ça va être peut-être un petit peu compliqué à gérer, mais on va s'amuser. Pour moi, c'est la première fois que je joue dans mon pays. J'ai fait ma formation à l'étranger, je suis jamais revenu jouer ici. Donc en fait, tous les gens d'ici qui vont venir me voir, par exemple, ne savent pas que je suis vraiment comédien, que c'est vraiment mon métier, quoi. Et si Chana avait tout inventé, hein, son frère, le meurtre, si c'était les délires d'une vieille femme, là. J'étais témoin de sa tristesse. Sa douleur n'était pas feinte. Oui, mais dans toutes les familles mauriciennes, on s'invente des légendes hein, pour rendre le passé moins banal. Je suis très calme et très centré, je me concentre et en même temps je suis concentré mais je suis à la fois très attentif aux autres, autour, tu vois, être profondément là, présent. Et en même temps, il y a un bouillonnement intérieur face aux enjeux, quoi. Les enjeux sont énormes pour tout le monde. Mon apparition sur scène, en fait, c'est une apparition fantomatique, puisque c'est le fantôme de Chana qui arrive donc à 2 reprises durant le spectacle. Sa première intervention, c'est une intervention de vengeance, parce qu'elle veut pousser donc Saloni, sa petite fille, à la venger, à venger son grand-oncle. Elle est vraiment dans la vengeance, elle est encore dans la haine, dans la perte de l'amour. Et sa deuxième intervention, je pense qu'elle a compris que ça ne servait plus à rien de lutter, de se battre, de crier vengeance haut et fort, qu'il valait mieux lutter avec les armes de l'amour. Le dodo, c'est donc ce fameux animal qui a disparu de la terre de Maurice. Et c'est quand même l'animal symbolique du pays, qui représente quand même, en tout cas pour moi, un espèce de symbole de liberté. Cet animal qui danse sur la musique mauricienne, je pense que ça pouvait être que le clou du spectacle. L'accent, c'est marrant parce qu'il y a eu un débat à un moment, parce que on a eu des retours qui nous disaient « Ouais, mais pourquoi il parle avec l'accent, lui, on comprend pas ce qu'il dit ». Et en fait, c'est là où je trouve que c'est important de maintenir notre décision que Ashvin est un accent mauricien d'aujourd'hui. Pas non plus poussé à la parodie, mais juste réel, quoi. Parce que le mauricien parle avec un accent, quoi. Et que, parce que c'est du théâtre, et parce que, voilà, ce petit côté, faut bien faire, hein, faut faire occidental. Alors, au théâtre, on va pas parler avec l'accent. Or, non. Non, profondément, ce qu'il faut, c'est représenter un personnage qui ressemble au public, par exemple aux lycéens de ce matin. Ils se sont reconnus, quoi. Il n'y en a pas un qui est venu me dire ah, t'es français et tu prends un accent, quoi. Au contraire, il y a quelqu'un qui est venu me dire l'accent, c'était parfait. Alexis ne s'intéresse qu'à la beauté de la science. Et c'est encore les Blancs qui vont s'enrichir. Tu connais pas quelques Indiens très fortunés et très magouilleurs, là, récemment? Ne te mets pas en travers de ma route. Pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt? J'attendais un signe de toi. On m'a dit abandonné. Putain, j'y arrive même pas. Mais je m'en fous de ce que j'ai de ta conscience. C'est toi qui m'as abandonné, n'inverse pas les rôles. Un enfant de 5 ans ne prend pas ce genre de décision. Alors je travaille à la NBC
qui est Mauritius Broadcasting Corporation. C'est notre station nationale de télévision et de radio à l'île Maurice, la seule station de télé et de radio nationale. La télévision mauricienne, la NBC, est une plateforme pour les talents, pour la culture. Nous couvrons peut-être environ 300 000 abonnés pour une population de 1,2 million déjà actuellement. Cette pièce sera diffusée en prime time sur la première chaîne et qui sera vue et définitivement appréciée par le grand public parce que ça parle d'une histoire mauricienne. Dans sa petit pays lointain, mon racine qui vit là-bas. Je suis très heureux d'avoir mené à bien cette aventure, même si à certains moments j'ai cru que j'y arriverais pas. Mais la fin était tellement merveilleuse, tellement magique. Les représentations avec les étoiles, on n'a pas eu de pluie, les nuages qui arrivaient mais qui repartaient. Voilà, là je suis pas reposé parce que je suis encore très fatigué des 5 semaines qu'on vient de passer ici. Mais j'avoue que je suis quand même maintenant beaucoup plus détendu et complètement heureux d'avoir mené le bateau jusqu'au port. La prochaine étape, c'est la France. Donc là maintenant, ça va être le moment de découvrir si les Français sont réceptifs à cette histoire mauricienne. Je voudrais remplir les salles françaises comme les salles mauriciennes. Et puis, mon espoir, c'est que des directeurs de théâtre voient le spectacle et aient envie de le programmer pour une durée plus longue à Paris, par exemple, ou qu'on puisse faire une tournée française plus longue. Je pense qu'une des réactions qui m'a le plus touché, c'est l'ami d'une spectatrice qui s'est mis à pleurer pendant la pièce et qui a trouvé des résonances avec son histoire familiale. C'est vrai que j'avais pas mal d'incertitudes et la crainte peut-être de blesser les gens ou d'être trop frontal dans mon approche des communautés mauriciennes. Et non, je suis rassuré parce qu'en fait, voilà, je pense que j'ai mis en lumière ce qu'eux-mêmes ressentent. C'est un pays qui est en train de changer en ce moment et les gens vivent de plus en plus ensemble. Donc c'était peut-être le bon moment pour en parler. Il y a eu plusieurs moments difficiles, hein. C'est vrai qu'il y a eu les moments pendant les préparations où j'ai dû choisir de continuer ou de ne pas continuer l'aventure. Et il y a quelques mois, j'avais pris la décision de le faire, de venir, en sachant qu'on allait perdre beaucoup d'argent. En tout cas, en pensant qu'on allait perdre beaucoup d'argent. Alors, on a mis en place des choses depuis, comme la campagne de crowdfunding ou des choses comme ça, pour essayer d'éviter que ça soit une catastrophe économique. Mais j'avais décidé de le faire coûte que coûte, même si je devais manger des spaghettis bolognaises pendant 1 an. Ce qui m'a le plus poussé à venir ici depuis longtemps, depuis mon enfance, c'est quand même le roman de Le Clésio, Le Chercheur d'or. Et je trouve ça vraiment magique de créer la pièce ici et d'être là dans le grenier. Parce que là, en plus, je vois par la fenêtre l'arbre Chalta, l'arbre du bien et du mal. Et je sais pas, j'ai l'impression d'être dans la fiction, dans le livre. Et comme mon métier c'est d'écrire, me dire que quand même, quand on écrit, on peut changer la vie des autres, c'est merveilleux.